Bonjour. Bonjour, Monsieur Ba. Je vais vous lire le premier paragraphe de cette lettre ouverte adressée au ministre de la Santé. Vous avez vu le problème qui se pose en termes de santé publique depuis ces derniers jours et politiquement la manière dont tout le monde s'en est approprié. La mer est de moins en moins visible par tous. Nos espaces de respiration sans cesse rongés au détriment de l'intérêt général. Nos corniches sont de plus en plus couloirisées, encadrées par des constructions qui ont fini d'en faire des habitacles fermés, pollués, livrés aux Ndiagandia, Tata et autres, polluants primaires. Cela vous inspire quoi de vivre dans cet environnement? Vous respirez quoi? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous respirez? Merci, Monsieur Ba. Je sais très bien ce que je respire pour me retrouver à mon âge avec des problèmes d'allergie respiratoire que je ne connaissais pas par le passé. Vous avez mis le doigt sur un certain nombre d'aspects dans votre lettre, mais il y en a d'autres encore à côté de la pollution de l'air. Il y a le péril fécal, les odeurs nauséabondes, les déchets que l'on jette sans recyclage, etc. Ça maintenant, la pollution visuelle, ça fait trop longtemps qu'on en parle pour le déplorer. Effectivement, on ne voit plus la mer, on peut faire des kilomètres le long du littoral sans apercevoir la mer. De temps en temps, on en a un petit aperçu. Alors qu'il y a encore une quinzaine d'années, on voyait bien la mer. Oui, mais le lien avec la pollution de l'air, la mer, la pollution de l'air, vous avez vu qu'en Europe, lorsqu'ils sont en circulation alternée, ils ont tendance à parler de non-ventilation de la ville. Ils attendent que les vents, qu'il y ait l'effet Venturi pour balayer la pollution. Tout à fait. Ici, on a le littoral construit qui bloque l'effet Venturi et donc la pollution n'est pas balayée. Alors, avant même d'arriver à cet exemple-là que vous donnez, Monsieur Ba, à savoir la circulation alternée, il y a des mesures préalables en amont que peut-être on aurait pu prendre, qu'on pourrait prendre. Parce que vous avez cité les Ndiagandia et les machins, mais il y a même les taxis et même des fois certains véhicules particuliers au gasoil, les conditions dans lesquelles les visites techniques sont faites, de complaisance, le non-entretien régulier, parce que ce sont des véhicules qui doivent être entretenus. Parce que quand vous avez la chance de tomber sur un véhicule gasoil dont on nettoie le filtre à air dans une station-service, vous voyez la poudre de charbon qui en sort, vous êtes effaré. Donc il y a là derrière des règles, il n'y a pas, la sécurité routière n'est pas simplement les problèmes de circulation dont on parle aujourd'hui. L'entretien des routes, la préservation de la santé publique, etc. La deuxième chose, c'est peut-être revoir la loi qui autorise d'importer des véhicules d'occasion jusqu'à 8 ans. Est-ce que 8 ans, ce n'est pas trop? Vous dites peut-être. Parce que, oui, nous ne sommes que des conseillers, mais nous pensons qu'effectivement... Vous avez des propositions. Nous avons, au niveau de la plateforme, oui, nous avons des propositions. Je ne pensais pas que vous posiez la question à la plateforme, mais effectivement, nous avons des propositions là-dessus, et nous pensons que 5 ans, c'est déjà beaucoup. Mais c'est là ma déception, justement, parce que j'ai lu votre appel à candidature et je ne vois aucune trace de problème environnemental. Aujourd'hui, on dit Dakar, il est dangereux d'y vivre. Vous n'en parlez pas. Nous ne parlons ni des problèmes d'environnement, ni des problèmes économiques, ni de problèmes d'administration, ni de problèmes de stratégie sectorielle dans notre appel. L'appel est juste un appel à venir participer avec nous à une liste d'investiture et nous avons bien dit que nous allions signer un protocole d'accord avec ces futurs partenaires et que nous allons rédiger ensemble le programme de législature qui va être soumis aux électeurs sénégalais. La plateforme a déjà une ossature de programme de législature, je dois le dire, mais qui doit être finalisée avec toutes les parties prenantes. Si nous avons parmi nous
des partenaires qui se préoccupent des questions environnementales ou des questions écologiques, j'allais le dire, oublier, nous avons un mouvement écologiste qui s'est rapproché de nous. Effectivement, nous prendrons en compte toutes ces problématiques-là. Mais nous avons déjà, dans le volet économique, des questions afférentes à l'environnement, puisque nous pensons que la dimension environnement doit être intégrée dans les politiques économiques, dans les politiques publiques, pour pouvoir véritablement aboutir à terme à une économie verte. Et mais lorsque de l'énergie, etc., etc. Lorsque nous sommes sont nombreuses et connexes. Lorsque nous sommes dans des questions aussi urgentes, on doit attendre que vous soyez des députés pour avancer. Il n'y a pas d'autre moyen de faire des propositions, de nouer des alliances, de poser des problèmes. Comme l'histoire de la radiothérapie, on sait que le cancéreux, il faut absolument qu'il soit vu le lendemain. S'il n'est pas là, il faut qu'il aille au Maroc. Aujourd'hui, on a la même situation avec la pollution de l'air. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, tout de suite? Non, mais vous avez raison, mais nous, en tant que plateforme politique, nous développons des partenariats. Nous publions des communiqués. Nous avons publié des communiqués, notamment sur la radiothérapie, par exemple. Et effectivement, il y a des organisations de la société civile, des mouvements citoyens qui se préoccupent de la lutte contre la pollution, de la protection de l'environnement, de la restauration du cadre de vie, de la récupération du littoral bradé, etc., etc. Si des plans d'action sont développés par ces différentes organisations, nous pouvons, soit volontairement, spontanément, soit à leur demande, venir participer à des campagnes ou à des actions conjointes. Bradage du littoral. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des personnes à qui on a donné 37 000 mètres carrés et qui font la spéculation sur le littoral là de l'ouest devant lequel tout le monde passe? J'avais pas l'exemple, hein, j'avais pas l'information. C'est un scandale, c'est scandaleux, il faut le dire. Mais même pour des faits ou des superficies autrement plus petites, le scandale est toujours là. Parce que le domaine public maritime, c'est le domaine public de tout le monde. Hein. C'est un domaine public, comme son nom l'indique, et je pense qu'on ne devrait pas l'aliéner, puisque maintenant, de plus en plus, nous voyons des gens construire des villas. Et non seulement on nous empêche la vue de la mer, mais on nous en empêche aussi l'accès, parce que tous les riverains du littoral, maintenant, ils ont pris l'habitude. J'en ai vu quelques exemples l'autre jour, en me promenant derrière chez moi là-bas. J'étais sidéré. Vous dites chez vous, vous avez un terrain sur le littoral, vous? Non, j'ai pas, mais je suis pas loin du littoral. Je suis sur la route de l'aéroport. C'est pas loin du littoral. Je me promène à pied. Je suis pas loin du casino du. Vous êtes attentif à cette question autour de tous ceux qui travaillent avec vous? Tout à fait. Nous sommes très attentifs à ça. Nos enfants ne peuvent même plus accéder à la mer. Ils vont à la piscine. Excusez-moi, je vous pose la question parce que, comme vous le savez, le président de la République a restitué son terrain de 2000 mètres carrés. À la bonne heure. Est-ce que vous êtes prêt à faire la même chose ou est-ce que vous êtes prêt surtout à faire comme dans le monde entier? Vous savez qu'il y a une alliance mondiale, on ne se préoccupe pas de politiciens à droite ou à gauche, pour nouer une alliance pour sauver cette planète dont on dit que c'est totalement urgent. C'est aussi urgent chez nous. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui, au niveau de la plateforme, dans l'attente des combats futurs pour tout ce que cela veut dire, de nouer une alliance pour tout ce qui est urgent aujourd'hui, comme la radiothérapie, la pollution de l'air, etc. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Je dis que nous pouvons nouer des alliances pour autant que des plans d'action urgents aient été définis. Mais je dirais aussi que nous parlons de la plateforme hein, en tant qu'entité. Mais vous êtes bien placé pour savoir que parmi les membres de la plateforme, vous avez des sympathisants et qui participent aux réflexions et aux actions de la plateforme. Nous sommes 2 ou 3 déjà à être plus ou moins des sympathisants ou des membres extérieurs de votre plateforme à vous, la Perle. Mais c'est clair que c'est une question essentielle qui va nous interpeller de plus en plus sous ces différentes facettes, effectivement. Bon, je ne peux pas vous interroger sans parler du BOM, Bureau Organisation et Méthode. Je crois même d'ailleurs que le concept est repris par l'actuel président. Oui, tout à fait. Nous l'avons déploré d'ailleurs. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire lors de
mon entretien avec Mme Safili et M. Gottlof qu'à moi quand on a parlé du BOM. Je ne voudrais pas me faire l'héritier véritablement du BOM, mais simplement pour dire que nous avons déploré qu'il ait été ressuscité. Il a été ressuscité par un de nos anciens collègues qui s'est retrouvé au niveau du gouvernement et qui a travaillé sur la rédaction du décret portant organisation des services de l'État. Il était directeur de cabinet du chef de l'État, après avoir été chez nous, au BOM, de l'époque. Nous l'avons regretté, nous lui avons dit, s'il avait la nostalgie du BOM, le clin d'œil aurait pu consister à prendre l'un des termes de l'appellation, soit organisation, soit méthode, et de le coupler avec autre chose. Mais bureau, organisation et méthode, avec tout le travail qui avait été réalisé, le préjugé favorable dont bénéficiait l'institution, mais aussi le dépassement de la problématique de l'organisation et méthode. Ça correspondait à une époque de l'organisation et méthode. Aujourd'hui, nous parlons de change management, le management du changement, qui dépasse de loin l'organisation et la méthode. Et de ce point de vue-là, c'est une erreur conceptuelle qui a été faite. Donc, pas de signe positif qui montrerait à ceux qui étaient au BOM que voilà, les choses sont en train de changer. Pas du tout. Vous vous souvenez, Dakar sera comme Paris en l'an 2000, quand vous vous baladez dans Dakar, à part la pollution qu'on a en commun avec Paris, qu'est-ce qu'on a? Je ne vois pas grand-chose. Vous savez, ça, ce sont des boutades et des formules, des slogans à l'emporte-pièce. Il y en a même qui se sont permis de dire pendant les... Ah non, pardon. Oui. Senghor, quand il parlait de Dakar comme Paris, l'atout littoral était là, la politique nationale d'architecture et d'aménagement était là. Vous avez vu le 6S, il y avait vraiment... C'était parti. Je me souviens même quand on disait que sur l'avenue à Centenaire, là-bas, ceux qui mettaient leur lessive sur les terrasses et tout ça, même ça, c'était regardé. Tout à fait. Mais aujourd'hui, le Ndiaganiaï, le mendiant, le politicien, tout ça, c'est ça le trépied là sur lequel ça fonctionne le pays? Non, pas du tout. Mais de toute façon, quand je disais que c'était des boutades, parce que je sais que même quelles que soient les mesures qui vont être prises, Dakar ne sera jamais comme Paris, pas seulement en l'an 2000, mais l'an 2030. Mais ce que vous dites, c'est vrai, il y a une régression dans les mœurs, dans le cadre de vie. Vous donnez l'exemple des linges qu'on mettait à chercher. Mais nous, quand on allait à la plage des enfants, parce que nous avons eu la chance, le privilège de grandir à Dakar, quand on allait à la plage des enfants là-bas, derrière l'hôtel Teranga actuel, nous n'osions pas traverser l'avenue Pompidou, qui s'appelait l'avenue William Ponty à l'époque. Nous rasions les murs, passer derrière Pinel-Laprade, le club des Antillais, pour aboutir là-bas, parce qu'on était débraillés. On n'osait pas traverser l'avenue parce qu'on était débraillés. Donc aujourd'hui, on voit bien que le cadre de vie, quand vous garez votre voiture sur l'avenue Pompidou, heureusement que maintenant il y a des stationnements interdits qui essayent de normaliser cela parce que les boutiquiers s'y sont mis, puisqu'on les gênait aussi. Mais à l'époque, vous étiez obligé de regarder à travers les linges qu'on a mis sur vos capots de voiture pour savoir laquelle était votre voiture. Donc voilà, c'est un problème d'habitude, d'urbanité et bien entendu. Donc au Sénégal, c'est un pied ou un pas en avant, deux pas en arrière. Le président renonce à son terrain sur le domaine public maritime, on en parle, on n'entend personne prendre le relais, ni ses amis, ni vous derrière pour voir si vous êtes d'accord ou pas. Chez nos amis burkinabés, eux, ils ont légiféré. Restitution des terrains dit politique. Mais Monsieur Ba, vous savez bien qu'on est d'accord avec ça. On ne peut qu'être d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que la publicité... L'initiative de l'Alliance, comme le COP21 à Paris, où on veut sauver la planète. On veut sauver le littoral et on veut respirer. C'est de ça que je parlais, l'initiative de l'Alliance. L'Alliance est fondamentale, elle est opportune. Mais il faut de la publicité, il faut de ce qu'on appelle véritablement de la conscientisation, d'un appel de conscience, de la mobilisation sociale tout simplement pour appeler les choses par leur nom. Et je pense que lorsque ce sera fait, il va de soi que non seulement notre plateforme vous rejoindra dans vos plans d'action, mais toutes les organisations ayant à cœur l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais et l'amélioration de la qualité de vie du Sénégal. Mohamed Salsao, merci. Je vous remercie.